Quand on pense à une fouille archéologique, on imagine généralement la découverte de traces de vie. On s'attend à exhumer des poteries, des fondations, enfin des ossements qui racontent une histoire vivante, une civilisation passée, quoi. Ouais, on creuse pour trouver une présence, logiquement. C'est l'essence même de la recherche, en fait. Ramener la lumière sur ce qui a été vivant. Exactement. On cherche la preuve que des êtres humains ont existé, ont aimé, ont construit. Mais imagine un instant une fouille où plus la pelle s'enfonce dans la terre, moins on trouve de vie. Ah oui, le concept d'archéologie du vide. C'est ça, où chaque couche soulevée ne révèle pas un artefact, mais une absence monumentale. Et c'est le postulat terrifiant que nous explorons aujourd'hui. Notre mission pour cette plongée analytique, c'est de décortiquer les racines du mal, l'autopsie d'un silence de Michel Nzoavianda. Et le terme autopsie est vraiment bien choisi, hein. Complètement. C'est une véritable autopsie littéraire, une descente sans concession dans la crypte d'une lignée familiale orléanaise. Et pour mener à bien cette exploration en profondeur, il va falloir croiser nos grilles de lecture. Du coup, moi, je vais enfiler la casquette du profilage psychologique. Parfait. On va disséquer ensemble la mécanique clinique, presque chirurgicale, et les dynamiques sectaires de ce clan qui est retranché rue Étienne Dolay, car ce vide dont parle l'auteur, c'est pas une simple absence de bruit. Non, c'est bien plus lourd que ça. Absolument. C'est une pathologie familiale structurée, tu vois, où le non-dit devient vraiment l'oxygène toxique de toute la maisonnée. Ouais, et de mon côté, je serai chargée de la dimension symbolique de l'œuvre. Je mettrai particulièrement en lumière l'identité afropolitaine de l'auteur. Ce qui est la notion centrale du livre, d'ailleurs. Tout à fait. C'est cette force de création, de métissage et d'ouverture qui vient percuter de plein fouet un enfermement provincial vraiment suffocant. Mais pour comprendre ce choc, il faut d'abord observer le site même des fouilles. L'auteur nous emmène à Orléans. Une ville avec deux visages, du coup. C'est ça. L'élégance visible d'un côté et de l'autre, la ville invisible des rumeurs, qui est tapie derrière les volets clos. Et en psychologie environnementale, le décor n'est jamais innocent. L'espace qu'on habite reflète toujours notre architecture interne. Ah oui, c'est indéniable. La rue Étienne Dolay nous offre ce qu'on pourrait appeler une façade sépulcrale. De l'extérieur, c'est un calcaire pâle, une clarté minérale irréprochable. Le vernis social est maintenu avec une obsession maladive. C'est le masque absolu de la normalité, en fait. Exactement. Mais dès qu'on franchit la porte, la littérature bascule dans l'organique. Ouais, l'auteur décrit une odeur persistante, miasmatique, d'ammoniac. Une odeur qui imprègne jusqu'au mur. Et il insiste bien sur un point, c'est pas un banal problème d'hygiène. Non, c'est pas un oubli ménager. Cliniquement parlant, c'est la signature olfactive d'une décomposition spirituelle. Waouh. Bah oui, les habitants de cette maison ne cherchent plus du tout à cultiver la beauté ou la propreté, ils ont fait de la dégradation leur zone de confort. Ils respirent la mort lente au quotidien. Et au milieu de cette atmosphère hyper chargée, on trouve ces présences muettes. Les chats, Les fameux chats, oui. surtout Réglisse. Ce chat noir immobile sur son rebord de fenêtre. Il est décrit comme un juge infernal qui tient le registre muet des fautes. Les chats sont un peu les prêtres silencieux de cette maison sensuelle. C'est une image très forte. Ouais, et en lisant ces descriptions tellement étouffantes, il y a une image qui s'est imposée à moi, celle d'un terrarium inversé. Ah, c'est-à-dire? Un espace scellé, non pas pour faire éclore la flore, mais pour organiser la suffocation. Précisément, ouais. Un terrarium classique, c'est réglé au millimètre, en humidité, en lumière, pour protéger la vie des agressions extérieures. Oui, pour que ça pousse. Voilà. Et la maison de la rue Étienne Dolay est tout aussi hermétique, mais son seul but, c'est d'étouffer tout ce qui vient du dehors. En fait, c'est pas un incubateur, c'est une cuve de macération. C'est fascinant comme métaphore. Et pour s'assurer que ce terrarium reste parfaitement scellé aux influences afropolitaines, il y a un outil central, la télévision. La télé allumée en permanence, oui. Décrite comme l'unique prêtre déversant la litanie de la peur. Bah, cette mécanique, elle est très classique dans l'étude des dérives sectaires. La télévision allumée H24, c'est une saturation cognitive délibérée. Elle sature l'espace mental, c'est ça? Tout à fait. Elle inonde le cerveau d'un flux continu de menaces, l'insécurité extérieure, la décadence de la société, le danger que représente l'autre, avec un grand A. Et le mécanisme psychologique est redoutable, tu sais. Parce qu'en peignant le monde extérieur comme un chaos terrifiant, La clôture provinciale devient le seul refuge rationnel, même si elle empeste l'ammoniaque, quoi. Ça paralyse toute velléité de fuite, et ça bloque toute la respiration, tout le mouvement que l'auteur tente d'insuffler. mais bon, un terrarium inversé, ça s'entretient pas tout seul. Il faut des gardiens pour s'assurer que l'air vicié ne s'échappe jamais.
Et c'est là qu'on s'assoit à ce que l'auteur nomme le banquet des félins. Un chapitre vertigineux sur les entités qui perpétuent cette toxicité. Ah, la pathologie de groupe y éclate au grand jour, hein. Prenons Agace, par exemple, celle qui est qualifiée de pourvoyeuse de venin. Ouais, quel personnage! Son profil clinique, c'est un cas d'école de dissonance cognitive et de psychopathie feutrée. Elle affiche une assurance morale inébranlable, elle prêche la liberté et elle distribue des leçons d'éducation avec une douceur qui donne presque la nausée vu le contexte. Surtout quand on sait que son propre bilan maternel est un véritable champ de ruines. Ah bah, c'est catastrophique. L'un de ses enfants s'abîme dans la drogue, les autres errent de névrose en névrose. Et pourtant, cette réalité factuelle ne l'atteint absolument pas. C'est ça qui est dingue. Le mensonge est devenu structurel chez elle. Elle a un besoin viscéral de fabriquer ce discours moralisant pour colmater son propre vide. Ouais, pour donner le change. Mais la véritable clé de voûte de cette architecture malade, c'est Cabrita, La matriarche, la source comme il l'appelle. le soleil noir du système, carrément. Son mode de gouvernance repose entièrement sur la culpabilité et c'est soutenu par un narcissisme dévorant. D'ailleurs, le texte note son usage pathologique du mot « moi ». Le « nous » n'existe tout simplement pas pour elle. C'est jamais un projet commun. Non. Et attention, ce narcissisme, c'est pas un excès d'amour-propre, hein. C'est un bouclier désespéré contre le vide. Cabrita n'interagit pas avec les autres. Elle absorbe leur énergie vitale pour se prouver à elle-même qu'elle existe. C'est pour ça que la métaphore du banquet est si puissante, littérairement. Autour de cette table, la nappe cache la pourriture. Ils ne consomment pas vraiment de nourriture, en fait. Ils se nourrissent de lui. Littéralement, oui. Ils se nourrissent de la réussite de l'auteur. Ils phagocytent sa lumière afropolitaine. Parce que sa capacité à créer, à exister en dehors de leurs murs, ça leur renvoie l'image insupportable de leur propre néant. C'est insoutenable pour eux. Et leur arme principale pour digérer cette lumière, c'est la falsification du langage. Ah, le langage. Il n'est plus du tout un outil de communication, il devient une arme d'altération de la réalité. Exactement. Les mots sont complètement évidés de leur sens premier pour créer un dialecte justificatif. L'exemple d'Abdelo Hazaralovic est frappant. Oui, le coureur. Voilà. On a un homme qui fuit ses responsabilités familiales et sa propre médiocrité en courant des marathons. Dans le monde réel, c'est une lâche désertion. Mais dans le dialecte du clan, Cette fuite est transmutée en performance, en un idéal sportif intouchable. Ce glissement sémantique, il est vital pour eux. Si tu contrôles le vocabulaire, tu contrôles le réel. Ça leur permet de transformer le moindre bruit de couloir orléanais en un véritable tribunal invisible. la rumeur devient une sentence. C'est ça. La vérité objective disparaît. Seule compte la cohésion du récit alternatif qu'ils fabriquent tous en cœur. Et c'est justement cette fabrication de récits qui va provoquer l'effondrement de tout l'édifice, lors du 8 novembre, La fameuse nuit de la trahison. le point de bascule de l'œuvre. La violence psychologique, qui était jusqu'ici cantonnée aux mots et aux regards, devient un acte de destruction tangible, le sacrilège absolu. L'acte obscène par excellence, oui. Ce 8 novembre, Cabrita effectue un signalement mensonger aux services sociaux. Elle accuse l'auteur de maltraitance envers sa propre fille Maria Isis. C'est glaçant. Et il faut évacuer d'emblée l'idée d'une erreur d'appréciation ou d'une inquiétude de grand-mère un peu trop zélée. Non, non. C'est une stratégie de capture clinique. Tu peux expliquer ça, Taran? Bien sûr. En introduisant ce récit de substitution d'une gravité extrême au sein des institutions officielles, elle oblige chaque membre de la famille à choisir son camp, son allégeance. C'est la vérité ou le clan. Exactement. Et symboliquement, Symboliquement, frapper Maria Isis, c'est l'attaque la plus ciblée possible. C'est une tentative de destruction de la trinité afropolitaine, formée par les enfants, Terence, Matteo et Maria Isis. il représente tout ce que le clan rejette. Pour les occupants de cette maison sans ciel, ces enfants incarnent l'intolérable, l'avenir, le mouvement, le métissage culturel. Ils prouvent qu'une vie vibrante existe loin de la rue Étienne Dolé. C'est l'anéantissement de leur cauchemar provincial qui est visé, en fait. C'est ça. Mais au-delà de l'attaque elle-même, c'est la réaction d'Anne-Marie Catherine, la mère de l'enfant et compagne de l'auteur, qui glace vraiment le sang. Ah oui. Son effondrement est l'illustration la plus tragique de la dissonance cognitive poussée à son paroxysme. Face à l'acte impardonnable de sa propre mère, Anne-Marie Catherine devrait logiquement exploser de rage pour protéger son enfant. Ce serait l'instinct maternel primaire. Voilà. Mais la réalité est trop monstrueuse à intégrer pour elle. Son cerveau disjoncte, littéralement. Elle ne lutte pas, elle sombre dans une stupeur chimique. Le Temesta et l'alcool. La narcose devient son seul bouclier cognitif.
Le diagnostic posé par le personnage de Terence est implacable. Elle a été capturée. Waouh, capturé. Ouais, son conatus, tu sais, cet élan vital qui pousse tout être à persévérer dans son être, il est brisé net. En murmurant « je ne suis pas comme vous », elle signe en réalité sa reddition complète. Elle abandonne le combat. Elle abandonne son rôle de mère adulte pour redevenir l'enfant patiente de Cabrita, absorbée par cette matrice toxique. C'est terrible. Mais comment tout un groupe, les frères, les sœurs, l'entourage, comment ils peuvent valider un tel mensonge impliquant la destruction potentielle d'un enfant illicite? C'est la grande question. L'auteur apporte une réponse foudroyante, la consanguinité morale. Il ne partage pas un amour filial, il partage le crime et le silence. Et cliniquement, c'est le pacte sectaire ultime, ça. Si vous acceptez le mensonge central, vous devenez complice. Et la complicité mutuelle, c'est la meilleure garantie que personne ne trahira jamais les autres. On est tous dans le même bateau putride, quoi. Mais une architecture aussi complexe, ça se bâtit pas en un jour. Pour comprendre les véritables racines de cette consanguinité morale, notre exploration doit descendre encore plus profond, dans les strates de l'histoire familiale. Ce qui nous amène au carnet noir. Ce fameux objet, remis à l'auteur dans l'ombre d'un bar. Le carnet noir, c'est vraiment la boîte noire de la famille. Il cartographie tous les traumatismes invisibles et démontre que la trahison du 8 novembre n'est que l'aboutissement logique d'une lente sédimentation de l'horreur. C'était préparé depuis longtemps, en fait. Tout système pathologique repose sur des fondations faites de fantômes, et le carnet en révèle deux. D'abord Nicolas, le gardien invisible, un homme relégué dans le cellier, dont la mort a été soigneusement sanctifiée et transformée en mythe familial. Uniquement pour blanchir la réalité d'une existence marginalisée et étouffée. C'est ça. Un mythe pour cacher la relégation. Mais le deuxième fantôme est infiniment plus douloureux, et il résonne directement avec le sort de l'auteur. Bastien. Bastien, l'ombre de Nevers, le sacrifié absolu. Et le pire, c'est que Bastien n'était pas malade au départ. Le système l'a déclaré fou et fait interner en asile psychiatrique pour une seule raison, sa lucidité. Ils voyaient clair dans leur jeu. Il voyait parfaitement clair dans les manipulations de Cabrita et d'Agas. En psychologie systémique, Bastien a joué le rôle de ce qu'on appelle le réceptacle. Le bouc émissaire, en gros. Exactement. La famille avait besoin d'un bouc émissaire pour absorber tout son propre désordre mental. En enfermant Bastien, en le déclarant officiellement comme le fou, les autres achetaient leur propre brevet de santé aux yeux de la bonne société orléanaise. Ils l'ont rendu fou pour pouvoir se dire saint. C'est d'une perversité folle. C'est terrifiant d'efficacité. Et si l'on suit cette logique du bouc émissaire, l'auteur lui-même était condamné dès la première seconde où il a franchi le seuil de cette maison. Il n'avait aucune chance. En tant qu'intrus lumineux, en tant que bluesman créateur, porteur d'une altérité totale et refusant catégoriquement de jouer le jeu du silence, il était la cible idéale. Le clan devait l'expulser ou le détruire avant qu'il n'allume la lumière sur leurs ténèbres. Il représentait une menace existentielle pour le système. Totalement. L'auteur convoque d'ailleurs une citation de François Mauriac qui résume magistralement tout ça. Piété de façade, pourriture intérieure. Le diagnostic de Mauriac est parfait, et face à une géologie du mensonge aussi ancienne et enracinée, la négociation, c'est une illusion totale. On ne peut pas discuter. Non, la thérapie de couple ou les petits compromis bourgeois, ça ne peut pas fonctionner face à une secte qui exige votre oblitération pure et simple. La fuite elle-même ne suffit pas, car le poison continue d'agir à distance. Alors, quelle est la solution ? La solution, la seule manœuvre de survie mentale et physique, c'est ce que l'auteur théorise dans l'ultime étape de son œuvre, l'arrachement. Ah, l'arrachement. Un arrachement qui prend d'abord la forme d'une confrontation culturelle et spirituelle absolue. L'auteur oppose la France de la clôture et de l'ammoniaque à la France afropolitaine du mélange et de la création. Deux mondes irréconciliables. Et l'antidote à la folie de la rue Étienne Dolay se trouve au Studio 16, lors des fameux vendredis. La musique n'est pas décrite comme un simple loisir de fuite, tu vois. Non, c'est plus vital que ça. Elle devient une arme de vérité foudroyante. L'image de l'auteur frappant ses congas est hyper vibrante. C'est la touche vaudou du groove qui exorcise la peur et réclame l'espace vital. C'est un acte de résistance par le son.
Ouais, et à la manipulation bruyante et invisible de Cabrita, il oppose la figure de sa propre mère, Alphonsine. Une présence ancrée, une sagesse africaine faite d'un silence qui, lui, n'est pas mortifère. C'est un silence bienveillant, structurant. La réparation par l'art et l'ancrage spirituel, c'est fondamental dans ce processus. Mais l'arrachement doit aussi être clinique et judiciaire. Parce que l'attaque a eu lieu sur le terrain des institutions. Exactement. Le mal a attaqué par les institutions via le faux signalement. Il faut le vaincre sur ce même terrain. Et c'est là qu'intervient la figure de l'avocat, maître Drigné-Four. Dans cette quatrième partie, il n'opère pas comme un simple juriste de la défense. C'est un architecte du réel, comme le dit le texte. Voilà. Son génie clinique, c'est de ne surtout pas s'enliser dans les détails émotionnels des petites rancœurs familiales. Il déconstruit le terrarium, en fait, devant le tribunal. C'est ça. Il prend de la hauteur et expose la cohérence froide du système. Il démontre au juge que l'accusation portée contre l'auteur n'est pas le dérapage tragique d'un divorce difficile. C'est l'aboutissement chirurgical d'une stratégie d'annihilation pensée par un clan depuis 20 ans. Il éclaire la mécanique du bouc émissaire au grand jour. C'est le triomphe de la vérité face au tribunal invisible. Un triomphe, oui, mais que le texte aborde avec une immense justesse psychologique. Il n'y a pas le moindre triomphalisme hollywoodien à la fin. Non, pas de grande fête. L'arrachement, cliniquement parlant, ça s'apparente à l'amputation d'un membre gangréné sans anesthésie. C'est un acte de violence nécessaire. Lorsque le verdict tombe et rétablit la vérité, ce n'est pas la joie qui submerge l'auteur. C'est une immense fatigue. Voilà, une immense fatigue. La coupe devait être franche, absolue, sans haine, mais sans la moindre faiblesse, simplement pour retrouver le droit de survivre. C'est une odyssée éprouvante qui touche vraiment à l'universel. En s'y penchant bien, les racines du mal dépassent largement le cadre du simple conflit familial. Oh que oui. C'est la cartographie d'un système où l'amour a été méthodiquement remplacé par l'emprise, où la vie a cédé la place à une consanguinité morale terrifiante. Une autopsie réussie en somme. Et au final, c'est la victoire d'une identité afropolitaine qui, plutôt que de se laisser étouffer dans la crypte, a choisi de regarder l'abîme, d'en analyser chaque rouage et d'arracher les racines infectées pour faire entendre sa propre musique. Et ça nous ramène immanquablement à cette fameuse fouille archéologique du vide du début. La boucle est bouclée. Ce récit démontre avec force que le pire héritage qu'une lignée puisse transmettre n'est pas une dette financière ni même une tare génétique. C'est l'injonction absolue au silence. Le silence qui devient une morale. Une injonction qui s'infiltre dans les murs, dans les mots, et qui finit par paralyser toute capacité de jugement chez les individus. C'est vraiment une mécanique de l'ombre qui invite forcément à regarder autour de soi. Car si l'histoire de la rue Étienne Doley est un cas extrême, elle agit aussi comme un miroir grossissant de nos propres compromissions. C'est indéniable. Chacun peut être amené, au sortir de cette exploration, à se poser cette question vertigineuse. Lorsqu'un silence familial commence à s'épaissir, au point de devenir l'atmosphère que l'on respire sans même s'en rendre compte, Quelle parcelle de vérité et parfois quelle vie sommes-nous secrètement en train de sacrifier sur l'autel d'une paix de façade? et si ce silence devenait un jour insoutenable, quel serait le véritable prix mental de notre propre arrachement ?